embarquez-vous avec nous. Rejoignez-nous pour construire le Maroc de demain. Rejoignez-nous pour construire l'Afrique de demain. Nous, les African Procurement Leaders, on a décidé de travailler la main dans la main pour développer l'économie nationale via le développement des PME, des PMI, la création de l'emploi et la promotion des petites entreprises. Nous voulons être le rôle modèle de l'économie nationale et africaine. Alors, venez nombreux, rejoignez-nous. Marhaba bikoum. Welcome et bienvenue pour un acte fondateur au profit de l'Afrique et venez découvrir le savoir-faire marocain. L'Afrique, le Maroc dans son continent africain est un gisement très riche en innovation, en savoir-faire. Il faut juste se donner le temps et se donner la patience pour le découvrir. C'est l'occasion qu'on vous donne en venant à APL, à cette conférence, pour découvrir ce savoir-faire et pour le promouvoir. Venez nombreux et marhaba bikoum ma'ana. Marhaba bikoum. Welcome to APL 2021. Bienvenue à l'African Procurement Leaders. Venez participer, contribuer, impacter pour ensemble stimuler la croissance. Unleash the growth together. Donc, merci à vous d'être nombreux derrière vos écrans et intervenants experts, directeurs des achats. Toute la profession est aujourd'hui au rendez-vous à l'APL 2021. Et pour annoncer ce deuxième panel de la journée, j'ai le plaisir, donc, comment l'achat digital contribue à la durabilité de l'entreprise avec des success stories. Vous aurez la possibilité de poser vos questions, donc n'hésitez pas, préparez vos questions qui seront retransmises à nos panélistes à la fin de cette séance. Et puis, merci tout d'abord, Monsieur Irli Redouane, donc directeur des achats du groupe Cosumar, d'être présent pour modérer ce panel. Je vous laisse entre les mains de nos panélistes. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Beaucoup. Donc, je remercie à mon tour, en fait, tout le monde, toutes les personnes qui sont connectées et surtout aussi les personnes qui ont pris le risque de se déplacer et être parmi nous aujourd'hui. Sans tarder, on va rentrer directement dans le sujet qui est le digital achat. Bon, on a déjà commencé à traiter le sujet avec les interventions qui ont précédé la nôtre. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons M. Saad Mohamed, qui est président de l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Nous avons M. Khelfi Karim, Head of Digital Transformation du groupe OCP, qui va nous parler un peu de son retour d'expérience de digital chez l'OCP. À distance, nous avons M. Pascal Dekoussi, qui est le directeur général de la société Jaguar. Jaguar, en fait, s'il faut les définir, c'est un groupe éditeur de logiciels leader mondial dans l'édition de logiciels achat, mais aussi ils ont une practice de conseil en achat. Et Madame Sylvie Noël, présidente de l'Association des directeurs achats et des responsables achats en France, qui va se joindre à nous dans quelques minutes. Et sans tarder, première question à Monsieur Saad. Je vais m'installer. Bon. Je vais profiter un peu du fait de ce mode un peu hybride pour bien m'installer, contrairement à Madame Mounia qui était restée debout. Si Saad. Alors, on a déjà commencé à traiter le sujet, mais je crois que ce serait plus pertinent que le président de l'Association des utilisateurs des ICI marocains intervienne sur ça. Nous avons connu pendant cette période de pandémie une grande accélération pour digitaliser les processus, pour trouver de nouveaux modes de collaboration et de fonctionnement. Est-ce que vous pourriez nous dire comment la fonction achat se positionne par rapport à sur ce volet-là de digitalisation et plus particulièrement, comment le digital achat a permis en fait aux entreprises marocaines, surtout les PME, de continuer à subsister, à exister dans ce domaine-là qui était très agressif pour eux. Très bien, alors je tiens à vous remercier d'abord pour l'invitation que vous avez adressée à l'OSIM et bravo pour l'organisation. Des sujets qui sont très intéressants sont en train d'être débattus tout au long de cette journée et desquels on va tirer beaucoup de leçons apprises pour qu'on puisse nous tous impacter et inculquer ces bonnes pratiques au sein de nos structures. Ce qui me vient à l'esprit, en fait, c'est une expression de Feu Arnaut, notre professeur à nous tous, que Dieu ait son âme, qui dirait, bon, quand on était en train de travailler sur un use case, Rbah fil mshra. Et Rbah fil mshra, donc justement, c'est une expression de nos sages, de notre société, et ils ont parfaitement raison, parce que des fois, la valeur ajoutée, c'est au niveau de ce process
ce processus qui se trouve en amont de toute la chaîne de valeur de n'importe quelle institution, n'importe quelle entreprise ou des administrations publiques aussi. Et donc, on le comprend très, très bien. On l'a compris. Peut-être à quelque chose malheur et bon. On a traversé une année très critique et très difficile, 2020, où un certain nombre de structures, je ne suis pas venu les bras vite parce que depuis 3 ou 4 jours, j'avais lancé un sondage au sein de ma communauté OSIM. Il faut comprendre que l'OSIM, c'est une centaine d'entreprises, d'institutions qui font quelque chose comme 20% du PIB. Derrière ces 100 entreprises, il y a 400-500 000 utilisateurs et leurs clients sont pratiquement toute la population au Maroc, mais au-delà de nos frontières, parce qu'il y en a pas mal des banques et des industries qui sont implantées en Afrique, mais aussi dans le monde, quand on pense à HPS ou à d'autres champions marocains. Donc, je disais que j'ai lancé un petit sondage pour dire comment se présente l'automatisation des achats, qu'est-ce que vous avez observé lors de la phase Covid, quels étaient les leviers de développement sur ce process, quels sont les facteurs clés de succès, les risques, etc., etc. Alors, j'étais agréablement surpris qu'un certain nombre d'institutions étaient déjà très, très bien chaussées et outillées avant la phase Covid. Et par rapport à tous les process, hein, ça peut partir de la demande d'achat jusqu'à la livraison, en passant par les contrats, les avenants au contrat, la signature électronique, tout ce qui est contrôle budgétaire et pour les industries, en fait, tout le process en lien avec la supply chain management, les stocks, la production, etc., etc. Donc, tout ça était bel et bien fait, relativement bien fait. Ceux qui étaient un tout petit peu en marge de cette automatisation se sont rattrapés lors de la phase Covid. Plusieurs projets du type GED ou ECM ont permis aux gens de se plugger sur, bon, je prends le cas par exemple de la Bourse Casablanca, j'ai mon ECM sur mon smartphone et je valide à travers Workflow tous les documents sur lesquels je dois apposer une griffe ou une signature. Donc déjà, là, c'est un très bon point parce que moi qui pensais peut-être que oui, les entreprises, elles ont plus investi dans tout ce qui est customer-centric, mais on va aussi voir tout au long de peut-être ce panel qu'on parle de SRM, Supplier Relationship Management, qui est aussi une des briques très importantes qui permet d'apporter en fait une maturité sur ce process-là. Deuxième autre remarque, peut-être qu'on va noter que notre ami de Jaguar va aussi en parler par rapport à un certain nombre de technologies. Aujourd'hui, on est en phase d'automatisation des processus achats. Nous n'avons pas encore franchi cette, on va dire, folie de technologie intelligente, de mettre de l'intelligence artificielle sur ces process, ou d'utiliser de la blockchain, ou d'aller sur des technologies qui peuvent être à très forte valeur ajoutée et qui peuvent apporter aussi beaucoup d'ingéniosité. Quand on parle de la data et du big data, c'est surtout des choses qui sont orientées clients. C'est comment attirer plus de clients, comment fidéliser les clients, mais quid donc justement du process achat, ça on peut aussi en débattre tout à l'heure. L'autre point, troisième point peut-être, et je vais jeter un pavé dans la mare et parler peut-être de est-ce que nos process sont suffisamment outillés, flexibles, souples pour justement épouser cette relation avec la startup. Je vous donne aussi mon point de vue par rapport à l'OSIM. Nous sommes très pauvres dans cette relation entreprise, administration, startup parce qu'on ne sait pas faire. La startup est très souple, très agile et ne répond pas à nos procédures très lourdes. Ou quand on parle de l'administration, on va en parler aussi tout à l'heure, Code des marchés publics qui ne prévoit pas donc justement de relations out of the box qui puissent adresser des entreprises agiles comme des startups. Nous, dans notre plan digital que nous avons soumis au ministère il y a 3 ou 4 mois avec la PEBI, MSEC, qui est l'association des startups et MNC, donc Maroc Numérique Cluster, on a demandé à ce qu'il y ait donc justement un minimum de 20% de la commande étatique qui doit aller vers les startups. Ça ne peut pas se faire si on ne cherche pas une procédure plus souple pour ramener ces structures-là parce qu'elles sont certes ingénieuses dans leur façon de faire. Il y a certaines choses que peuvent faire les startups que ne peuvent pas faire de grands éditeurs ou de grandes entreprises. Et donc, on a besoin de cette population. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ce pan est relativement, on va dire, défectueux pour donc justement pour qu'on puisse s'attacher les services
des startups. Voilà donc succinctement, on pourra développer tous ces sujets-là tout au long de ce panel. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Sissad. Je crois que Madame Sylvie n'arrive toujours pas à se joindre à nous. Donc, j'enchaîne avec Sekhelfi qui est présent avec nous aujourd'hui. Alors, si Karim, vous êtes à le groupe OCP et je crois que ce que vient de dire Monsieur Saad ici présent, ça a généré pas mal de questionnements, pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez enchaîner. Principalement, comment se concrétise ce digital achat chez l'OCP? Comment, qu'est-ce qui a été réalisé et comment ce digital achat vous a permis à votre écosystème de continuer à exister pendant cette période-là? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation et pour parler un petit peu du programme de transformation digitale qu'on a fait à l'OCP et qui est toujours en cours hein, d'ailleurs. Effectivement, je parlerai plutôt de la transformation digitale achat dans un premier lieu. Après, je rebondirai sur quelques points que Sissad il a évoqués qui aussi coïncident avec ce qu'on est en train de faire à l'OCP. Pour l'OCP, on a commencé la transformation achat bien avant la pandémie, donc un an et demi avant la pandémie, dans lequel on a fait presque deux volets qui étaient prépondérants. Donc, il y avait la partie d'amélioration des processus internes achat. Ça, c'est d'une part. Et le deuxième volet, c'était accès écosystème et vraiment attaquer tout ce qui est PME, TPE local. Alors, la première partie, c'était principalement, comme je disais, revoir les processus achats et avec des KPI très mesurés, à savoir des objectifs en termes de lead time, traitement de dossier achat. Quand on avait fait un diagnostic et les délais d'achat ils étaient très longs, donc on avait un objectif de clôturer les délais d'achat et les dossiers d'achat sur un délai qui était prédéfini. Il y avait aussi un objectif en termes de transparence avec les fournisseurs. Donc, il y avait pas mal de problématiques avec les fournisseurs sur lesquels ils se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de transparence sur les dossiers achats, sur les bons de commande, sur les livraisons, sur les appels d'offres, etc. Donc, on a développé tout un volet. On a transformé tout le processus achat pour plus donner de performance, de transparence, aux fournisseurs à travers un portail qu'on a sorti et sur lequel ils peuvent voir le statut de leurs documents, des factures, des paiements, etc. C'était très bien apprécié par les fournisseurs et je dirais que c'était même une success story à ce niveau-là. Le deuxième volet, comme je disais, c'était l'écosystème. Et l'écosystème aussi, on avait un objectif qui était très clair, c'était d'allouer un pourcentage de dépenses OCP à l'écosystème et aux PME et TPE. Et pour lequel je rebondirai sur le point de Sissad, c'est qu'il y avait aujourd'hui à l'OCP, il y a un canal achat dédié pour la PME TPE locale. Donc, avec un objectif mesuré, avec des appels d'offres dédiés, avec un portail achat et une équipe achat dédiée pour les TPE-PME, avec même un processus de qualification de ces fournisseurs-là. Et on a été même plus loin, c'est que même ce n'est pas uniquement on leur donne une part, on leur réserve une partie des dépenses, mais on les accompagne via des dispositifs qui ont été faits et mis en place par le programme de transformation écosystème. Par exemple, on essaye de former les ressources des fournisseurs via nos infrastructures de formation qui sont dans les sites. On a essayé aussi de faire un scoring. Donc, on score les fournisseurs, on leur donne un score au départ, on les qualifie, on leur donne un score et on évolue. Et en fait, on suit l'évolution de ces scores au fur et à mesure qu'ils font du business avec l'OCP. Il y a une révision qui est annuelle avec un processus qui est mis en place là-dessus. Voilà. Parfait, merci beaucoup, Sekhelfi. Madame Sylvie, vous venez de joindre à nous. Je vais me permettre un peu de synthétiser ce qui a été dit parce que la question qui va suivre, c'est aussi d'avoir ces éléments qui ont été décrits pour le marché marocain, mais de l'autre côté de la Méditerranée pour la France. Donc, si Saad et M. Khelfi, ils étaient tous d'accord pour dire que la digitalisation des achats avait bien commencé avant la pandémie de Covid-19. Certes, la pandémie a permis d'accélérer certaines initiatives et certains événements et certaines choses qui portent plus sur la partie transactionnelle des achats. Et donc, Madame Noël, est-ce qu'on observe la même dynamique en fait sur le marché européen et plus particulièrement sur le marché français? Et est-ce que les mêmes volets, plutôt le volet transactionnel, ont connu une accélération plus particulière sur le volet digitalisation? Merci. Alors déjà, bonjour à vous tous. Ravie de participer à cet événement, même à distance. J'aurais préféré être présente parmi vous, mais ce ne sera que partie remise.
Pour répondre clairement à votre question, il y a une grande hétérogénéité sur la digitalisation. On pourrait en parler pendant très longtemps. C'est un sujet que moi je connais à titre personnel plutôt bien. Il y a néanmoins 3 modules qui aujourd'hui ont montré des carences avérées et qui étaient nécessaires plus particulièrement dans le cadre de la pandémie. Le premier qui est indéniablement ce qu'on appelle le P2P, qui est effectivement le rapprochement entre le bon de commande et la facture, hein, qui permet d'avoir la visibilité sur les délais de paiement, puisque comme vous le savez, on a légiféré en France et il y a une loi qui s'appelle la loi LME, mais je sais qu'elle est passée également au Maroc, hein, et donc les délais de paiement sont des choses qu'on doit piloter et qui de facto ont un impact évidemment sur la santé financière d'un fournisseur, puisque si on n'a pas payé un fournisseur, sa santé financière peut se dégrader et on peut se retrouver avec une rupture de la chaîne d'approvisionnement avec un fournisseur qui ne va plus pouvoir répondre puisqu'il n'a pas été payé. Donc, le deuxième module qui est ressorti comme étant extrêmement important, c'est la partie SRM, qui est donc tout le pilotage de la gestion du fournisseur. Donc, cette vision, effectivement, des risques associés au fournisseur, du taux de dépendance, de la santé financière, des litiges et des plans d'action. Donc ça, on s'est aperçu globalement dans beaucoup d'entreprises que c'était extrêmement hétérogène et pas suffisamment mature. Et le troisième, qui est extrêmement important, je pense, le troisième point est que nous avons identifié, évidemment pour ceux qui ne l'avaient pas, que n'étant plus en présentiel, on avait une véritable problématique sur la signature de nos contrats et que la e-signature était juste un impératif indispensable. Donc, si je résume, on a bien 3 modules qui sont maintenant véritablement sur le devant de la scène, qui sont le premier, tout le pilotage des fournisseurs avec l'aspect SRM, le deuxième qui sont toute la partie e-signature et le troisième qui est effectivement le P2P sur les délais de paiement. Parfait, merci beaucoup Madame Noël. Donc j'enchaîne avec Monsieur Découssi. Est-ce que, je crois que c'est une question assez évidente, mais on aimerait bien avoir plus de détails là-dessus. Est-ce que avez-vous un commentaire déjà sur ce que a dit Monsieur Khelfi sur l'expérience OCP, et puis par la suite, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer un peu plus en particulier la différence entre un achat classique et puis ce qu'on appelle maintenant le digital achat, parce que la limite elle est très mal définie. On aimerait vraiment avoir vos lumières là-dessus, et puis finalement on aimerait avoir aussi votre point de vue sur la pénétration des solutions digital achat dans l'Afrique mais aussi au Maroc, si c'est possible. Merci beaucoup Redouane, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'être concis. D'abord, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Casablanca me manque, mais voilà, ça me fait chaud au cœur. Alors, plusieurs questions. D'abord, sur la présentation d'OCP. J'allais dire OCP fait partie des précurseurs sur le sujet de la digitalisation. Et ce qui a été décrit montre un peu l'intérêt des solutions digitales modernes. C'est que d'abord, elles s'adaptent aux besoins des clients. Elles permettent de se déployer de manière progressive en fonction de la maturité, en fonction de l'intérêt. Et ce déploiement progressif permet effectivement de commencer par exemple par du sourcing, puis de la qualification, et puis d'aller plus loin. C'est extrêmement flexible et ça accompagne cette montée en puissance et ça l'accompagne d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue fonctionnel, mais également d'un point de vue budgétaire. Donc, c'est très flexible. Donc, c'est un des intérêts de ces systèmes d'information modernes. Après, si je refais un peu l'histoire, parce que vous avez posé des questions assez larges, si on reprend les 20 dernières années, l'avènement du cloud et du mode SaaS ont fait qu'on est passé d'une logique on-premise spécifique vers quelque chose de beaucoup plus, donc au mode SaaS, avec quelque chose de plus standard, donc des solutions qui sont beaucoup plus robustes, qui évoluent en permanence. En général, il y a plusieurs versions par an. Et qui font aussi que ces outils sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut bénéficier des évolutions des outils les uns et les autres. Et ils ont un niveau de flexibilité
extrêmement et de configurabilité extrêmement important, justement par opposition au fait de faire du spécifique comme ça se faisait dans le passé. Donc cet avènement du cloud a fait que voilà, les solutions ont été mises à disposition sur le marché. Après, vous m'avez posé une question de quelle est la différence entre un SI achat classique ou un SI achat voilà, plus moderne, ou qu'est-ce que la démat versus la digitalisation. Je dirais que la démat, c'est simplement prendre les processus existants et les numériser, c'est-à-dire viser un peu le zéro papier, ce qui est très bien. Le digital va plus loin en fait. On est vraiment data-driven. L'idée, c'est d'aller plus en profondeur dans la digitalisation et de créer de la data finalement qu'on va pouvoir utiliser, analyser et donc s'en servir pour prendre les bonnes décisions. Et j'oppose aussi un peu la démat à la digitalisation par le fait que dans la digitalisation, il y a une continuité de la data, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir N applications morcelées qui résolvent à chaque fois, pour le coup, un sujet, qui vont résoudre le sujet contrat, le sujet sourcing, le sujet qualification. Aujourd'hui, le marché s'est développé vers des solutions end-to-end, donc le source-to-pay, qui permettent d'avoir cette continuité de la data, c'est-à-dire d'avoir la data qui circule d'un module à l'autre et de l'avoir au bon moment quand on en a besoin. Pour illustrer, quand je fais un sourcing, j'ai besoin d'avoir la liste de mes fournisseurs qualifiés, d'avoir leur statut de risque, d'avoir tout un tas d'éléments et j'en ai besoin au moment où je fais ces appels d'offres. Donc, la digitalisation, c'est d'avoir aussi, de traiter le problème d'un point de vue global et d'avoir ces datas qui circulent et qui peuvent être traitées par les analytics et qu'on peut exploiter pour prendre des bonnes décisions. Alors après, il y avait une autre question sur le marché africain. Alors l'Afrique, c'est voilà, c'est gigantesque. Je m'amuse toujours à regarder ces cartes qui montrent que dans l'Afrique, on peut faire rentrer les États-Unis, l'Inde, l'Europe et la Chine. Donc c'est juste énorme. Donc aujourd'hui, nous, notre approche, c'est bien évidemment. Alors j'aurais pas de statistiques hein, sur l'Afrique. Notre approche, nous, c'est de s'appuyer sur nos grands clients marocains, qui sont des clients qui ont des activités internationales et qui peuvent nous aider à nous déployer sur le reste de l'Afrique, ou bien des entreprises qui sont également extérieures au Maroc, mais qui sont implantées au Maroc et dans le reste de l'Afrique. Donc, on a à la fois cette approche via nos grands clients marocains, donc je peux citer Attijari Wafabank, Royal Air Maroc, Simar et bien d'autres qui nous aident à nous développer. Et puis, il y a toujours une approche opportuniste parce que voilà, dans l'immensité de l'Afrique, certains émettent des besoins, ont la maturité pour y aller et nous sollicitent. Donc, par rapport à cette immensité, le Maroc est bien évidemment celui qui est le plus avancé et qui est finalement le point d'entrée pour toute l'Afrique. Donc, on s'appuie sur le Maroc. On a un partenaire local depuis très longtemps qui s'appelle Teams et qui nous aide aussi parce qu'on pense que pour se développer, il faut aussi évidemment une présence sur place. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à se développer sur ce marché qui, pour l'instant, qui reste timide, avec une maturité bien différente de celle de l'Europe. Je mettrais évidemment à l'exception du Maroc, et c'est pas pour rien que cet événement se passe ici. Donc, pour résumer, je dirais que en fait, on s'inspire aujourd'hui, nous, de la volonté royale de faire du Maroc un hub pour l'Afrique et le catalyseur du développement sud-sud. Parfait, merci beaucoup. En tout cas, c'est très flatteur pour nous. Donc, le Maroc qui se positionne en fer de lance en fait pour la digitalisation de la fonction achat en Afrique. Si je veux bien résumer un peu ce que vous avez dit, parce que effectivement ma question elle était trop large et la réponse était précise, mais je tiens quand même à apporter un petit éclairage pour dire que la digitalisation a permis un peu de
de se retrouver dans des situations où 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que les modules qu'on a connus jusqu'à maintenant, que représentaient les ICI achats, implémentés module par module, ils apportaient beaucoup. Mais mis ensemble d'une manière plus digitale sur la même plateforme, ça a permis à l'entreprise de gagner, d'exploiter encore plus et d'augmenter le ROI sur ce genre d'investissement. Mais aussi et surtout, vous en avez parlé, la mise en place du SaaS, en fait, ça a permis que tous ces données-là en fait soient groupées. C'est que le même modèle qui est utilisé par tous les clients, par exemple, d'un éditeur comme Jagger ou autre, permettent de centraliser les données. Ça donne un hub de big data et d'analyse qui permettent d'encore davantage améliorer la profitabilité de ce genre d'investissement. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions-là. J'enchaîne sur la deuxième partie de notre tour de table avec CISAD. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé principalement du volet un peu privé. On a parlé des entreprises privées. On veut maintenant switcher vers le secteur privé, sur le secteur public, pardon. Partout, au Maroc, en Afrique, le donneur d'ordre le plus important, ça reste l'État. Est-ce que maintenant on observe en fait des avancées à double vitesse sur la digitalisation des achats en parlant de marché public versus les entreprises privées, ou bien peut-être à tort, l'État a bien avancé sur ces volets-là, beaucoup plus que ce qu'on entendrait? Je te remercie pour cette question. Ça va me permettre un peu aussi d'intervenir positivement, parce que je terminais sur une note négative sur les startups. Heureusement que mon voisin de droite m'a rappelé que l'OCP, en tant que champion sur ce domaine, il faudrait qu'on s'inspire de cette expérience et qu'on vienne un peu benchmarker par rapport à startup et ce que vous faites pour les startups. Oui, donc l'administration, si on revient à ce décret de 12-349 de 2014, qui a permis déjà de mettre en place un portail pour la publication des appels d'offres publics et qui permet aussi dans son chapitre 7 d'intégrer 5 grands articles qui sont très importants, donc à savoir tout ce qui est publication des appels d'offres, tout ce qui est soumission à ces appels d'offres, modification des appels d'offres, demander des renseignements, intégrer et instruire un certain nombre d'informations, de data sur les soumissionnaires et sur les fournisseurs, mais aussi tout ce qui est on va dire, enchères inversées, style eBay. Donc, tout ça nous permet un peu d'avoir, on va dire, une note positive sur ce que fait l'entreprise. Bien évidemment, il y a des champions dans l'entreprise, la TGR, Trésorerie Générale du Royaume, parce que c'est eux qui sont à l'initiative de cette belle réflexion, mais aussi réalisation, font beaucoup de choses. Et tout ceci, c'est pour répondre à un Maroc qui doit être dans ses procédures transparent, bien gouverné, limiter les fraudes, limiter les mauvaises pratiques. Et bien évidemment, ça répond aussi aux grandes directives royales, parce que dans plusieurs discours, Sa Majesté que Dieu l'assiste a mis l'accent sur justement que de rapprocher l'administration du citoyen, mais aussi d'aller vers une automatisation de l'administration et d'utiliser les technologies de l'information pour y arriver. Donc oui, je regarde le verre à moitié plein et the best is yet to come, comme on dit. Et donc les procédures, on sait que le ministère de Finances est l'un des champions en matière de digitalisation qui continue donc justement à performer sur ce volet-là. Très rapidement, peut-être l'expérience qu'on a en tête, c'est celle de Portnet aujourd'hui, qui est une des, on va dire, des fiertés au Maroc, qui permet de rapprocher un certain nombre de partenaires pour donc digitaliser, automatiser les relations entre différents partenaires pour que tout ce qui est import-export se passe dans de très bonnes conditions et réponde aux objectifs qu'on veut pour ce beau pays. Parfait, merci beaucoup Sissad. Madame Noël, est-ce que pourriez-vous nous apporter une vision parallèle de ce qui est constaté en France? Est-ce que l'État a eu un impact sur l'accélération d'initiatives digitales en France, notamment pour agir sur les délais de paiement, sur les risques de dépendance que vous venez de citer dans votre première intervention, et aussi pour enchaîner un peu sur le contexte de le premier tour de table, quel impact cela a eu sur l'écosystème des PME en France et quel porte de développement le digital achat a permis d'ouvrir. Donc, là aussi, encore une fois, c'est une question avec plusieurs volets et n'hésitez pas à me dire s'il faut les rappeler. Merci.
Alors, le premier point, oui, l'État a beaucoup travaillé effectivement sur la problématique des délais de paiement et plus particulièrement puisque nous avons, nous, le médiateur de la République qui a pour mission justement de faire le go-between entre les entreprises qui ont des problématiques de délai de paiement avec des donneurs d'ordre. Donc, le nombre de saisines du médiateur de la République a été exponentiel pendant la période de crise. Et Pierre Pellouzet, en l'occurrence, qui s'occupe de ça, que je connais depuis très longtemps, Pierre n'a pas hésité aussi à relayer très largement l'information, à beaucoup s'investir et à beaucoup communiquer sur le sujet, et également à donner le nom des donneurs d'ordre qui ne respectaient pas leurs engagements. Donc ça, c'est le premier point. À titre plus individuel dans les entreprises, parce que en ce qui me concerne plus particulièrement, je suis à la fois la directrice des achats du groupe Covea, mais je suis aussi la présidente d'une association de plus de 130 directeurs achats qui sont basés en France, mais qui sont pour la plupart globaux. Donc là, on a beaucoup débattu entre nous sur toutes ces problématiques et beaucoup d'entre nous avons travaillé de façon très pointue pour justement bien favoriser le paiement anticipé des startups et des PME. Alors, on y est particulièrement sensible, nous, à l'ADRA, puisque nous avons une association qui est extrêmement active, avec beaucoup d'événements, et entre autres des événements où on va promouvoir quelque part des startups, apprendre à les connaître avec un principe de speed meeting et justement voir aussi les limites des organisations d'un côté et de l'autre. Nous sommes aussi partenaires d'une autre association qui s'appelle le Lab Pareto, qui est typiquement sur les PME. Et là, ils sont adossés à une association qui s'appelle le CJD, qui regroupe 5200 PME. Et l'objectif est de travailler sur 2 axes actuellement, sur la relocalisation sous FZER, que ça soit possible, mais bien entendu, effectivement, on a encore des sujets qui ont été externalisés, envoyés offshore et on essaie de regarder si on peut les rapatrier. Là, c'est le premier point. Et le deuxième point, et qui me paraît essentiel, apprendre à se connaître. Quand on est une PME, on a une vision des directions achats, et moi-même, j'ai fait une formation pas plus tard que lundi, qui est souvent fausse, où on pense que les achats bloquent tout, mais on ne sait pas aussi que les achats, d'une part, on doit respecter les directives qui nous sont données par la compliance, par le contrôle interne, par l'audit, et les faire exécuter quelque part, et que d'autre part, nous ne sommes pas les décideurs sur les dossiers d'achat, et que ce sont bien les directions métiers qui sont les décideurs. Donc, la grande vertu de ces, quelque part, vie ma vie, qui se font entre les donneurs d'ordre et les PME, et les startups, clairement, c'est justement d'apprendre à se connaître et d'apprendre les limites bilatérales que l'on peut avoir. Donc, tous ces éléments-là contribuent à une meilleure connaissance. Plus on apprendra à se connaître les uns les autres, mieux on saura travailler ensemble. Parfait, merci beaucoup. Alors, en termes de législation aussi, je crois qu'en France, il y a eu il y a quelques années des obligations en fait pour tous les groupes qui doivent déclarer en fait leur délai de paiement, notamment des PME dans leur rapport financier. Et ça a permis un peu un coup de boost aux initiatives digitales pour justement accélérer les délais de paiement parce que maintenant, le fait de subir une contravention pour un retard de délai de paiement, il n'est plus dans la main du PME. Une PME, notamment ici au Maroc, elle pourra jamais aller porter plainte contre un OCP ou contre un autre groupe pour se faire payer parce qu'ils savent que leur continuité, leurs intérêts, c'est continuer à travailler avec ce groupe-là. Ce qui est la nuance en fait entre les deux initiatives qui ont été faites et au Maroc et en France, c'est que maintenant, le pouvoir législatif permet de pénaliser les entreprises d'une manière directe. Les délais de paiement sont publiés dans les rapports financiers et ça c'est vraiment un avantage qui a poussé énormément d'entreprises que j'ai connues moi-même pour investir sur leurs délais de paiement, des grandes entreprises notamment dans l'assurance et j'espère que c'est ce qu'on observera chez nous aussi pour préserver nos petites PME et les développer, aider à les développer. Si Karim, je reviens vers vous. Pardon. Oui, Madame Noël, oui. Excusez-moi, je voulais juste rebondir sur ce point particulier. Alors, tout le monde n'est pas digitalisé sur la partie P2P, très clairement, ce qui pose encore beaucoup de problèmes. Et c'est aussi, comme je disais, un des problèmes qui a été remonté lors de la pandémie, justement, pour arriver à tracer si on les payait ou pas. C'est le premier point. Mais le deuxième point, et qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, les PME étaient victimisées
comme elles peuvent peut-être l'être encore au Maroc, parce qu'elles avaient peur de perdre un marché justement en témoignant sur le fait qu'elles n'avaient pas été payées. Il y a eu beaucoup d'abus. Et c'est pour ça qu'en fait, le médiateur de la République a été mis en place, qui a pour but d'être neutre, en fin de compte, sur les rapports et de traiter de façon égalitaire aussi bien la PME, qui peut être concernée, que le donneur d'ordre. Et ça a une grande vertu parce que c'est une vertu neutre et pédagogique. Exactement, merci beaucoup pour ce point. Alors, Sikalim, maintenant, si on revient à l'OCP, quelles sont les premières étapes pour l'OCP? Là, vous avez parlé dans votre premier témoignage sur ce qui a été réalisé. On aimerait faire rêver un peu nos PME qui peut-être sont présentes avec nous en digital et leur donner un peu plus de visibilité sur ce que vous prévoyez de faire en termes de digitalisation des achats et quel apport cela apportera pour eux, Inch'Allah. Faire rêver, je ne suis pas sûr. Si, quand même, un petit peu. Nous, on rêve avec vous aussi, Karim. On va essayer quand même. En fait, comme je disais, donc la première partie, il y avait un programme de transformation au départ, juste avant la pandémie, qui avait deux volets, le volet interne et le volet externe, qui est l'écosystème. Et il y a une nouvelle vision qui a été définie en 2020, une vision achat digital, et qui est venue en fait juste pendant le confinement, donc pour un petit peu rendre le digital comme un levier, comme un accélérateur de la transformation digitale achat. Donc, il y avait pas mal de leviers qui ont été identifiés avec toute une approche complètement nouvelle, disruptive de l'écosystème. En d'autres termes, on essaie de réinventer la relation fournisseur-client. Et on ne voit plus le fournisseur comme une entreprise externe et que le CP comme une entreprise acheteur. On est deux acteurs qui essayent de s'améliorer et d'améliorer la relation et d'éviter tout ce qui est friction, tout ce qui est processus classique achat. Donc, on va retrouver dans notre programme de transformation des thématiques d'intégration fournisseur dans la chaîne de valeur OCP, par exemple. C'est-à-dire qu'on va ouvrir nos systèmes aux fournisseurs de venir travailler directement. Donc, cette transaction de faire un attachement qui devait être envoyé, etc., ça n'existerait plus, ça deviendra digital. La facturation aussi, on essaye d'enlever tout ce qui est papier, en fait, donc traitement. Sauf que ici, je voudrais une petite parenthèse, c'est que le cadre légal marocain ne suit pas en fait en termes digital, et je pense, j'invite tout le monde, les acteurs aussi, à un petit peu réfléchir pour réinventer cette relation et aussi de changer ou d'améliorer, au moins en fait de nous faciliter la digitalisation de certains processus, notamment la facture papier, qu'on voit aucune raison pour qu'elle reste aujourd'hui. Donc voilà, il y a aussi un deuxième point, j'en profite pour ajouter, c'est la signature électronique aussi. Dans le cadre, je pense qu'au Maroc, on est un peu par rapport à d'autres pays, donc il faudra aussi toucher ces thématiques. Mais bon, en revenant à notre programme de transformation, donc comme je disais, on essaie de réinventer la relation fournisseur et on essaie aussi d'intervenir au niveau de fournisseur lui-même, d'un point de vue digital, à apporter des solutions qui vont lui permettre de résoudre ou de résoudre certaines problématiques qu'il a d'une manière classique avec OCP ou avec d'autres donneurs d'ordre. Donc, on n'est plus dans une approche de développer des solutions digitales par l'OCP pour le fournisseur, pour qu'il fasse la transaction OCP fournisseur, mais plutôt de développer des solutions que le fournisseur va utiliser lui-même avec d'autres donneurs d'ordre. Donc, du coup, on essaie aussi, avec la même occasion, de faire monter des startups avec nous qui vont prendre en charge le développement de ces solutions, qui vont peut-être les gérer et vont les faire aussi vivre avec d'autres donneurs d'ordre. Et c'est ça, en fait, le changement du mindset. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on est en train de faire sur le programme. Donc, on pourra peut-être avoir l'occasion de développer en détail ce qu'on fait. Mais pour l'instant, je pense que c'est ça les grandes lignes des next steps. Et ça fait rêver, Merci beaucoup, Sikalim. Alors, juste pour en continuité de ce que vous venez de dire, en fait, notamment l'un des intérêts aussi des solutions et de grands donneurs d'ordre que l'OCP, notamment le groupe Cosumar, c'est aussi donner accès à leur écosystème de PME, à une plateforme, les marketplaces des grands éditeurs de logiciels dans lequel d'autres acheteurs à travers le monde viennent sourcer de nouvelles sources, de nouveaux fournisseurs pour s'approvisionner. Ça, c'est un accès, c'est un grand intérêt pour nous. Typiquement, c'était l'un des intérêts qu'on a, nous, au sein du groupe Cosumar, privilégié dans la sélection de notre outil, c'est qu'on a sélectionné l'outil qui nous permettra d'ouvrir les portes à notre écosystème de partenaires.
leur ouvrir la porte à se développer à l'international, mais aussi au Maroc à travers cette plateforme-là, à travers cette marketplace. Et ça, je crois que l'OCP commence à le faire et c'est une bonne chose en fait pour notre écosystème. Finalement, Monsieur Patrick, là, on a fait un peu rêver les partenaires, les petits PME. Maintenant, nous, directeurs achats, qu'est-ce qui nous attend en fait en termes de digital achat? Quel est le futur en fait de la digitalisation des achats? Jusqu'à maintenant, on a parlé des volets plus transactionnels, on a parlé de source to pay dans son intégralité. Je suis sûr et certain qu'il y a d'autres volets qui sont un peu plus pertinents dans le mode digital et qui vont nous mettre un peu de l'eau dans la bouche. Alors, difficile mission que de vous faire rêver, mais je vais essayer. Hein. Alors, effectivement, on a pas mal de choses dans les cartons ou des choses qui sont en cours. Vous savez, nous, on est au service des directions achats et également des fournisseurs. Hein. Alors, juste pour cet aspect-là, disposer d'un network fournisseur permet aussi en connectant les donneurs d'ordre avec les fournisseurs via ces plateformes et que ces plateformes se connectent aussi au marketplace. Bien sûr, c'est un élément clé d'apport de valeur des deux côtés et ça simplifie la vie aussi côté fournisseurs qui sont évidemment en face de beaucoup de donneurs d'ordre. Maintenant, je reviens à la question. Nous, on travaille sur un concept qui s'appelle l'autonomous procurement qui se décline en plusieurs étapes. La première étant l'automatisation, dont on a pas mal parlé et qui est assez présente sur la partie aval du processus, donc sur la partie P2P, le rapprochement facture, l'invoicing, les catalogues qui permettent d'automatiser un maximum ces process-là, mais également c'est valable pour l'amont. Hein, et on réfléchit à de l'automatisation, on le fait déjà, de certains appels d'offres. On réfléchit aussi un peu plus loin vers des negotiation bots ou pour des achats, on va dire, à faible enjeu qui ne sont pas critiques. On peut aussi, pourquoi pas, automatiser certaines négos. À partir du moment où on a bien dématérialisé les grilles d'appel d'offres, on peut aller vite, quelquefois, dans ces sujets-là. Donc, on réfléchit à ça. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'augmented procurement, qui est déjà là, qui est l'idée de, au-delà des données qui existent déjà, les propres données des organisations achats, c'est d'aller chercher de la donnée externe. Donc des données de risque, des données financières, des données RSE avec EcoVadis, RiskMethod et autres, pour ramener de l'information et faire que voilà, on dispose de plus d'infos pour prendre ces décisions. C'est couplé aussi à un analytics évidemment qui doit être augmenté, qui doit être capable de traiter des volumes de données beaucoup plus importants, de les traiter plus rapidement et puis surtout de les mettre à disposition en fonction des profils, de les contextualiser. On n'a pas besoin de la même information pour un CPO, pour un category manager ou pour un acheteur. Donc, c'est aussi de contextualiser ces informations. Je dirais que ça, c'est déjà un peu en route, enfin déjà fait. Après, on est sur la partie intelligent procurement où là, on veut des plateformes qui soient plus proactives, qui sont capables de proposer des actions aux acheteurs de toute nature en croisant les informations qui sont dans la plateforme. Donc là, l'idée, c'est de passer du stade où on doit aller chercher l'info, l'analyser, et voilà, à, j'allais dire, un tableau de bord pour l'acheteur dans lequel il va avoir tout un tas de propositions d'actions qui vont être à mener. Alors, ça peut être des actions très simples, de prolonger un contrat, de lancer un appel d'offres, d'inviter un fournisseur qui n'était pas prévu d'inviter dans un appel d'offres. On a déjà ou si on prend le processus aval, on a développé avec un client ce qu'on appelle de l'on-time delivery predictor, c'est-à-dire qu'on analyse toutes les commandes qui sont passées, capable de donner un certain niveau de fiabilité sur ces commandes et l'outil propose des réaffectations de commandes pour s'assurer d'un meilleur taux de succès de delivery de ces commandes en fait, par rapport à une cinquantaine de critères. Alors évidemment, derrière, il y a de la techno, il y a du machine learning pour permettre de mieux fiabiliser en fait le respect des commandes. Donc on travaille par use case et alors j'aime bien faire l'analogie avec un peu la voiture autonome ou le GPS, hein, c'est-à-dire qu'on veut que tout ça finalement on veut être un peu le GPS de l'acheteur, c'est-à-dire le guider. Alors au départ on lui donne le chemin et puis l'augmented, c'est que on commence à avoir des datas de trafic qui permettent de changer les choses et puis derrière
on a la voiture autonome, un peu comme la Tesla, qui prend les commandes d'un certain nombre de tâches routinières ou qu'on arrive à bien cadrer. Et ça serait l'autonomous procurement. Alors, tout ça, c'est bien au service, c'est bien évidemment au service de l'individu et des achats. Même dans la voiture autonome, qu'est-ce que fait le pilote? Il est toujours là et il se concentre sur les activités clés et stratégiques. Il se concentre sur le fait que s'il y a une information importante, quelque chose, il prend les commandes, il prend des décisions, il change le chemin, etc. C'est un peu pareil. Tout ça, c'est vraiment d'enlever un maximum de tâches répétitives et d'aider les achats dans leurs tâches quotidiennes et qu'ils se concentrent sur les aspects plus stratégiques. Donc, pour que ça marche, Autonomous Procurement, c'est un triptyque, hein. J'ai un peu parlé technologie, mais c'est évidemment des process et puis des people. Ce sont les process qui vont quand même alimenter ces outils. Ils ne sont pas intelligents comme ça, mais il faut les nourrir. Et encore une fois, c'est l'individu qui est au cœur du jeu et qui va avoir du coup de fait une certaine évolution de ses compétences ou de ses skills attendus, puisque certaines tâches vont lui être simplifiées ou enlevées, et il va pouvoir se focaliser sur du category management, sur travailler plus en amont avec ses fournisseurs, tout un tas d'activités qui sont un peu plus stratégiques. Parfait, merci beaucoup, Monsieur De Coussi. Du coup, on a tenu les 45 minutes. On a été vraiment in time. Merci Redouane, bravo. C'était très enrichissant. Merci à nos intervenants et ceux qui étaient derrière leurs écrans. Donc, nous allons recevoir dans quelques instants une question, la question du sondage de ce panel, et nous allons certainement avoir la réponse. Avez-vous inscrit la digitalisation de vos achats comme un projet prioritaire en 2021? D'après vous, messieurs, vous diriez quoi? Un grand oui. Et effectivement, c'est un grand oui qui est ressorti de ce sondage durant ce panel. En tout cas, voilà. Merci à toute l'audience d'être attentive à cet échange riche et enrichissant. Nous allons recevoir dans quelques instants l'allocution officielle du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et du numérique. Donc, une allocution qui sera retransmise en direct. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci.